J'abandonne. Non mais d'accord, oui donc. Très bien. Bonjour. On teste une nouvelle formule, on n'a pas eu le générique. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Bonjour à tous les trois autour de la table. Bonjour. On se retrouve pour un épisode sur le matériel, la matérialité dans le jeu. Donc j'ai mes petits fun facts sur le sujet, vous vous en doutez. Alors il adore passer ses dimanches matins à peindre des Space Marines Warhammer. Bien informé. Nicolas Abonneau, bonjour. Bonjour. Il possède le jeu d'échecs le plus joli que j'ai vu. Merci. Jérôme Murray-Pagès, bonjour. Je pourrais vous en parler des heures. Ah bah, C'est une reproduction des figurines de Lewis qui se trouvent sur l'île des Hébrides, l'île de Lewis. ok. Voilà, formidable. Et donc, Magnifique, c'est vraiment magnifique. sculpté en os de phoque, Non, vraiment. Ouais. Ça fait une bonne, en ivoire de phoque. une bonne introduction De- sur le sujet qui va nous occuper. Voilà, le choix Ouais, du matériel. Exactement. Bon, en tout cas, c'est très beau. Et puis, c'est un spécialiste des cartes Pokémon et il a une magnifique collection chez lui, Damien Leroy. Bonjour. Bonjour, que l'on retrouve après quelques semaines Des sans toi, semaines d'absence. Ouais. autour de la table en tout cas. Donc, on le disait en introduction. Et à chaque fois, elle à cherche chaque- à Ah chaque mince, fois. et c'est pas voulu. C'est... Ah oui, mais à chaque fois, elle cherche à éviter sa présentation. Mais oui, elle fait une thèse en HSS, en humanité, et elle court le marathon. Elle supporte notre humour de collégien et elle trouve que Giono est un auteur tout à fait respectable. Voici donc la personne la plus résiliente parmi nous, C'est mignon. Je suis touchée. Florine Le Marchand. Merci Jérôme. Ben oui, oui. C'est pas une résilience qui est très difficile à avoir. Alors, Jérôme, tu nous as préparé une petite chronique. Et puis peut-être pour préciser un petit peu, on aura aussi aujourd'hui une ouverture de la fameuse boîte. On a teasé cette ouverture la semaine dernière. Et puis, Elle est toujours aussi... sous blister. Bien sûr. Donc Jérôme, on t'écoute. Alors, bien bonjour à toutes et à tous. Et pour ce nouvel épisode de Ticket to Teach, nous allons plonger dans un aspect fondamental, mais parfois sous-estimé du jeu, le matériel. Oui, les dés, les pions, les plateaux, les cartes, tous ces éléments que l'on touche, manipule et parfois collectionne, que l'on protège, que l'on embellit, tous ces composants sont bien plus que de simples accessoires. Le matériel contribue à l'expérience de jeu, il en est même un acteur essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la matérialité compte tant, comment elle s'inscrit dans les cultures de jeu et quels défis écologiques elle soulève. Commençons par l'importance de la matérialité dans l'expérience de jeu. Un jeu n'est pas seulement une série de règles abstraites, c'est aussi un ensemble de sensations physiques. Le plaisir de tenir un dé, de le lancer, le plaisir de toucher un pion, le plaisir de sentir un bon manuel de règles tout neuf, ou encore de faire glisser une carte sous sleeve. Eh bien tout ça, ça participe à l'immersion. Comme le dit le philosophe Merleau-Ponty, le corps est notre moyen général d'avoir un monde. Cela signifie que notre perception du jeu est influencée par la manière dont nous interagissons avec le matériel, par la texture des objets, leur poids, leur forme, et le matériel rend le jeu tangible. Il nous permet de sentir que nous participons à une réalité autre, créée par les objets eux-mêmes. Cela dit, tous les joueurs ne sont pas égaux face au matériel. Les profils ludiques influencent fortement la manière dont on perçoit l'importance de la matérialité. Un joueur collectionneur sera particulièrement sensible à la qualité des composants et à l'aspect esthétique des pièces. En revanche, un joueur minimaliste ou centré sur l'aspect stratégique pourra trouver le matériel superflu, privilégiant une expérience épurée où les composants n'ont qu'une valeur fonctionnelle. Cette diversité de profils montre à quel point le rapport au matériel peut varier d'un joueur et d'une joueuse à l'autre. D'un point de vue culturel, maintenant, la matérialité du jeu a des significations variées selon les époques et les lieux. Par exemple, dans les jeux de l'Antiquité, comme le sénet égyptien, les osselets ou les jeux d'échecs, effectivement, la matérialité, le matériau des pièces, qu'il s'agisse de bois, d'os, de pierre, témoigne d'une culture et d'une époque. Dans nos sociétés modernes, la matérialité du jeu peut aussi refléter des choix esthétiques, culturels et économiques. Le bois d'un Carcassonne, les figurines en plastique d'un Descent, ou encore les cartes à l'illustration minutieuse dans un Magic ou dans un Pokémon.
Est-ce qu'on cite l'Orcana ? Non. Chaque matériau raconte une histoire, non seulement sur le jeu lui-même, mais sur les valeurs de ceux qui l'ont conçu. Il ne faut pas oublier que le matériel a aussi une dimension sociale. Il favorise l'échange, le partage, voire même des comportements inattendus comme l'accumulation. J'ai le souvenir d'une personne qui adorait accumuler dès l'instant où ça ressemblait à des billets ou à des pièces d'or ou à des ressources économiques. Et parfois aussi, on a des comportements inattendus comme le vol, l'accaparation. On va avoir une compétition parce que moi, je veux avoir cet objet avant que tu ne l'aies. Voilà, on a des fois des instincts qui sont plus ou moins primaires ou enfantins qui peuvent ressurgir. Mais ces interactions autour du matériel, ça crée une dynamique sociale qui est très riche, où les objets ne sont pas seulement des accessoires, mais des médiateurs d'interaction. Cependant, la question du matériel ne se résume pas non plus simplement à une recherche de sensation ou d'immersion. Elle soulève aussi des enjeux écologiques importants. Une grande partie des jeux que nous trouvons aujourd'hui, et je suis en train de regarder ce qu'il y a sur la table, et je pense qu'on est également dans ce cas de figure, eh bien, une grande partie de ce que nous trouvons, eh bien, c'est produit en Chine. Et cela pose plusieurs problèmes. Empreinte carbone élevée, exploitation des ressources, conditions de travail douteuses. La tendance croissante à créer des jeux avec toujours plus de matériel, et on l'a bien vu au Salon d'Essen, des figurines en plastique, des accessoires volumineux, eh bien tout ça, ça va à l'encontre des pratiques écologiques responsables. Pour illustrer ces enjeux, une étude menée par Stéphanie Kisser sur l'analyse du cycle de vie des jouets en bois et en plastique, donc l'analyse du cycle de vie, ça s'appelle l'ACV, si vous voulez faire des recherches sur le sujet, eh bien, l'analyse du cycle de vie des jouets en bois et en plastique confirme une intuition que donc les jouets en bois certifiés FSC ont une empreinte carbone bien plus faible que les jouets en plastique fabriqués à partir de pétrole. C'est intuitif, mais c'est toujours bien de pouvoir des fois asseoir ces certitudes sur des travaux scientifiques. Et ces résultats donc, qui sont sur les jeux et les jouets sont évidemment directement applicables aux jeux de société où le choix des matériaux peut grandement influencer l'impact environnemental du produit final. Alors face à ces défis, certains éditeurs choisissent d'imprimer en Europe, de privilégier des matériaux éco-responsables, tels que le bois certifié FSC, le papier recyclé, ou même des plastiques qui sont biosourcés. Ces choix permettent de réduire l'empreinte carbone liée au transport et de soutenir des pratiques plus durables. On voit aussi des initiatives très intéressantes, zéro déchet, ou des designs minimalistes, et également des formats où sont réduits, les matériaux peuvent être réutilisables, les pièces de jeu peuvent être réutilisables, et donc c'est intéressant de penser donc la matérialité du jeu dans une optique de responsabilité environnementale et de cycle de vie, d'usage et de recyclage. Ces réflexions s'étendent également à la notion de consommation culturelle. Jouer, c'est aussi faire des choix sur le type de société que l'on souhaite encourager, en privilégiant des jeux qui sont à la fois divertissants et durables. Je dis souvent, en fait, si on veut changer le monde, on a deux cartes qui sont très utiles, sa carte d'électeur et sa carte bleue. Et c'est avec ça, à mon avis, qu'on fait concrètement progresser les choses. Alors, je vais conclure, et je ne pouvais pas, parce que là, je pense que ça colle bien, ne pas citer Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, notre figure totémique de Ticket to Teach. Eh bien, il disait « Les choses les plus simples sont les plus profondes ». J'adorais ça. Je la connais depuis longtemps, cette citation. Je la ressortais très souvent parce que, en fait, on peut aller très loin avec ça. Donc, les choses les plus simples sont les plus profondes. Aussi, la matérialité du jeu, loin d'être une question accessoire, est au cœur de l'expérience ludique, de la culture des joueurs et des défis contemporains. Alors, la prochaine fois, Damien, Nicolas, Florine, la prochaine fois que vous lancez un dé, vous déplacez un pion, souvenez-vous que derrière chaque objet se cache une histoire et parfois même un choix éthique. Merci Jérôme. Merci beaucoup pour ce retour très intéressant sur les différentes questions que soulève la matérialité. Damien, par la suite, tu vas nous parler un peu plus en détail de notre rapport au matériel de jeu dans le développement des jeux à l'université. Tout à fait. Donc, avant de passer à tout ça, j'ai peut-être envie de vous entendre sur votre rapport peut-être plus personnel aussi au matériel et à ce que ça vous apporte en tant que joueur, dans votre expérience de joueur. Je peux revenir succinctement sur l'Orcana, mais l'Orcana, bien que je lui trouve pas mal de défauts esthétiques, notamment sur la façon dont la rareté en fait, elle est matérialisée. Et parmi les jeux de cartes à collectionner ou à jouer, la rareté, elle se matérialise de plusieurs façons, et j'en reparlerai tout à l'heure. Et elle brille. L'Orcana, elle brille, mais elles ont plusieurs façons de briller en fonction du degré de rareté. Et ça, je trouve que c'est
c'est pas évident à voir chez Lorcana, mais c'est un jeu qui au moins se joue bien, qui est bien équilibré comparé à Pokémon. Une petite défense Qui de se collectionne l'Orcana. bien, mais c'est tout. Toi, Nicolas, j'ai l'impression que tu es attaché au matériel. On a parlé. Tout à fait, Florine. On a parlé de ta passion pour les figurines, et donc Oui. pour toi, ça fait vraiment complètement partie de ce qui fait qu'un jeu va être réussi. Oui. Alors, moi, je suis passé par plusieurs phases. J'ai été un peu un collectionneur compulsif de jeux. Et puis après, je me suis dit, mais non, en fait, ça sert à rien. Et maintenant, je suis plutôt... j'aime bien... J'achète beaucoup moins de jeux, très peu de jeux. Alors si aussi, parce qu'on en achète plein ici. Hein, je ne vais pas en acheter, mais même, j'en achète quasiment plus. Par contre, j'achète des jeux assez chers, avec du matériel de qualité, mais j'en achète peu. Mais c'est pareil, c'est des trucs qui sont imprimés en Chine, etc. Mais voilà, j'achète moins de jeux et j'aime bien quand il y a du bon matériel et surtout des belles figurines. Ouais, ça, c'est mon dada. Parce que c'est mon hobby principal, c'est de peindre, de faire du modélisme. Donc, ça... Et c'est un plaisir esthétique ou qui participe à l'immersion dans le thème pour toi? Alors, le modélisme, c'est de la méditation pour moi. C'est là, je me mets dans mon coin et puis je peins et puis là, je suis tranquille. Après, c'est clair que vu que je fais beaucoup de jeux de figurines dans des jeux du wargame ou du dungeon crawler, ça apporte de l'immersion, c'est indéniable. Après, on peut faire tous les jeux sans figurines ou avec du matériel. On peut jouer à tous les jeux avec du matériel bas de gamme, etc. C'est possible. Mais c'est sûr que ça contribue énormément à l'immersion et au plaisir de jeu, quoi. C'est évident. Surtout quand on peint chez Warhammer, notamment, on peut donner une histoire en fait à son armée, à ses figurines, en fonction du matériel utilisé, des couleurs utilisées. Et, ça rajoute un peu de l'or et je trouve ça personnifie un peu plus. Bon, je l'ai plongé dans un bain, puis voilà. Je fais un bain d'encre. drop, Voilà. un wash. Toi, au contraire, Jérôme, tu es plutôt minimaliste par rapport à ça, j'ai l'impression. Sur cette question-là, oui, je dirais. En fait, oui, complètement. Enfin, je pourrais jouer avec avec n'importe quoi. En fait, le plaisir est plus dans la démarche de jouer, les stratégies, effectivement, et ça m'intéresse. Mais je suis anciennement un joueur d'échecs, donc c'est vrai qu'on n'est pas... Enfin, même si tu trouvais très beau mon jeu d'échecs, en fait, j'aime pas tellement jouer avec, parce que je ne vois pas très très bien le plateau avec tout ça. Ouais. En fait, je me projette ici, là, dans une perspective ludopédagogique. Si j'ai utilisé le jeu avec des apprenants, certainement qu'une partie d'entre eux sera sensible au matériel. Oui, donc, en fait, si j'arrive avec les trucs que j'ai bricolés en leur disant, bah là, je sais pas, tiens, ce bouchon de bière, cette capsule de bière, ça sera un jeton, et puis là, ça sort le bouchon en liège de vin. Enfin, en plus, je bois vraiment beaucoup, comme vous le savez, donc je dois en avoir beaucoup à la maison. Bah voilà, ces choses-là, ça va servir de décor. Ça pourrait passer pour des joueurs qui seraient sur mon profil, mais il y en a beaucoup qui vont en fait rester en dehors, en retrait, et qui vont pas justement s'engager parce qu'ils vont considérer que c'est moche, c'est inesthétique, c'est pas pratique. Alors qu'effectivement, un environnement un peu travaillé avec des belles pièces, des figurines qui sont très explicites, ça peut avoir un effet voilà, d'attraction, Oui. le plaisir de la manipulation, ce genre de choses. Moi, je l'ai en fait à l'ouverture de la boîte, mais une fois que je joue, j'y pense plus au matériel. Oui, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un fun fact, le fait que vous reniflez un petit peu aussi. C'est vrai qu'on renifle souvent, mais il y a une odeur... boîtes, mais donc voilà, quelqu'un ou des personnes qui créent un jeu dans un contexte pédagogique, on leur conseillerait de pas s'en tenir à un prototype qui serait peu esthétique et... Vas-y. En fait, hier, pas un peu d'expérience, hier, on a fait jouer à un jeu à des étudiants et c'était un prototype qu'on a imprimé. T'es sympa, l'enseignante. Très sympa. Et c'est un truc qu'on a imprimé, c'est tout basique, quoi. Le jeu est dans les mains du studio Créa, donc... Et ils sont vraiment immergés dans le jeu, ils ont bien rigolé, etc. Donc c'est pas... Bon, ça peut fonctionner avec un prototype et je conseillerais, moi, peut-être, tu pourras plus le dire, mais je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter à faire une version ultimate en termes de qualité. Oui, tout à fait. Et puis en plus, j'insisterai encore plus sur le fait que
amener un prototype en disant il est au stade de prototype et en fait les étudiants participent aussi mine de rien à la co-construction et au retour en fait pour justement continuer le développement du jeu, refaire un point sur le rééquilibrage des règles. En fait, ils participent à une expérience de co-création et ça peut les immerger encore plus dans l'expérience. Nous, ça nous aide et ça permet de pas justement déployer des moyens colossaux dans le développement d'un jeu fini et abouti avant qu'il soit totalement terminé. Alors, puisqu'on parle des moyens de déployer dans la production, on avait teasé la semaine dernière l'ouverture de notre boîte qui était le trésor de Spiel. En tout cas, on était content de l'avoir trouvé avec Damien. Pour recontextualiser un petit peu, Faut tout enlever là, j'imagine. Nous avons rencontré, donc on s'est Comme quand présenté. on amène la dinde à Noël. Voilà. Enfin, le plat de lentilles, pardon. Merci. Donc, on s'est présenté auprès d'une boîte qui produit, une entreprise qui produit du matériel de jeu. Est-ce qu'on peut citer le nom de l'entreprise ? Je pense qu'on va que utiliser le matériel. c'est Star Electric Games. Games. Il s'agit de Starry Games. Et l'idée pour nous, c'était de voir ce qui pouvait être fait en termes de production. Et ça nous intéresse pour plusieurs raisons que peut-être, Damien, tu peux juste évoquer. Oui, tout à fait. On peut commencer à en parler, hein, mais l'idée d'aborder la question du matériel dans notre contexte universitaire, c'est parce qu'on a la chance de pouvoir pousser en fait assez loin pour plusieurs raisons, hein, des moyens humains, des moyens aussi financiers, de pouvoir pousser justement le curseur assez loin dans l'édition du jeu, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir présenter un jeu inabouti en contexte pédagogique, ça peut être décevant. Et on a la chance de pouvoir accompagner les enseignants dans un projet assez loin en disant quand vous présentez un jeu à vos étudiants, eh bien, ça se rapproche vraiment d'un jeu. Donc en allant à Spiel, forcément, on a été confronté à plusieurs professionnels qui vont plus ou moins loin dans l'édition des jeux. Et donc on est tombé sur Starry Games. Donc là, on est un peu sur... On espère être sur ce qui se fait. Alors, pas de mieux forcément en termes notamment de l'endroit où c'est produit, parce qu'on a posé la question et c'est produit en Chine, mais de rendu. Et ça peut être une inspiration pour la suite aussi. Je vous laisse peut-être procéder. Je vous laisse, parce que moi j'ai dit que j'étais minimaliste. Alors. Je cela dit, moi j'aime bien. Allez-y. Je peux faire le bruitage. C'est aimanté. C'est électro-aimanté. Donc, ouais, eux, ils ont cherché en fait à mettre tout ce qu'ils pouvaient faire dans une seule boîte, en mettant leur curseur le plus haut possible, à tout niveau, et ils fournissent un livret en fait permettant de faire le lien entre leur cahier des charges de production et nos souhaits. Et leur volonté, c'est que voilà, ils le mettent un peu partout. C'est de pouvoir aller ajouter notre design sur leurs éléments. Donc eux, ils nous fournissent des supports, des templates, et on n'a plus qu'à rajouter notre design, choisir le matériau, choisir l'épaisseur, le type de carte, est-ce qu'on veut des figurines en plastique, en métal. Et après, eux, ils s'occupent de tout entre les fabricants donc, en Chine et eux, leurs critères qualitatifs dans leur bureau en Grèce. Donc ça, pour le coup, c'est un atout pour nous pouvoir travailler. En tout cas, c'est ce qu'on rechercherait. En imaginant un service où on a conçu une direction artistique complète, un game design abouti. Il faut que tu te lèves, en fait. Et on leur demande en fait de tout faire pour nous. Donc on peut montrer à nos chers auditeurs ce que ça donne. Je vous laisse commenter aussi. Moi, j'adore la barquette de kebab. Je suis sûr que je vais être déçu. Non, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à faire en sorte de ludifier un peu leur boîte, puisqu'ils nous disent que dans plusieurs éléments, on va retrouver des éléments évidemment de jeu, mais dans les supports qui sont à dépuncher, par exemple, et les plateaux, qui servent d'exemple, parce que voilà, on a je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est un plateau triple couche. Je pense que tu vas le mettre un à peu plat. plus centré. Ouais, comme ça. Ouais. Ah, c'était pour voir la triple couche. En fait, au final, quand on assemble tous les éléments, ça permet de faire un petit jeu. Pour glisser les cartes ici. Ça fait du bruit. Ils ont également joint dans un des fascicules C'est le chaos, j'adore. une carte à gratter. Donc pour eux, ça leur permet de mettre en avant le fait qu'ils aient des encres
des encres particulières donc qui peuvent être grattables. Bon, j'arrive Et pas à donc, l'ouvrir, la hein. légende raconte que si on gratte, on a une chance de gagner quelque chose. Un voyage en peut-être. Chine. Moi, je pense que Et La- je pense que. la légende est que quand tu auras gratté, il n'y aura plus rien à gratter. Mais Non. Ou alors que tout le monde gagne. moi, je suis pas. Pas gratteur. Bon, j'arrive pas à ouvrir, je suis désolé. Ah. C'est trop fermé pour moi. Non, t'as juste à pousser. Donc voilà, ils joignent plusieurs types de figurines. Ah, faut pousser, pardon. Euh, Je croyais qu'il fallait ouvrir. Ils peuvent aller donc jusqu'à la. Non, mais j'arrive même pas à ouvrir avant, en fait. Ils peuvent aller jusqu'à la peinture des pièces. Donc voilà, certaines sont peintes, d'autres non. Ils font des dés, ils font des pions. Ils Des font dés, des trucs, pions, ouais. voilà. Plastique, métal. On peut les mettre là, les pièces là. Je trouve que c'est intéressant de voir un truc là. Alors, ça, c'est un gros bonhomme qui a une épée. Ça, c'est un Envie de gros te monstre peindre. qui est bizarre. Il y a un détroué. Et en fait, moi, ce que j'aime bien. Alors lui, j'ai envie de le peindre. lui, là. J'ai pas envie. Non, mais ils ont aussi plusieurs exemples de cartes. Et, Ils nous donnent tout un. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on parle de matérialité, c'est aussi de se projeter. Je prends en main. Pardon, je marque mon micro. Est-ce que si je suis joueur, est-ce que je l'aurais est-ce que je l'aurais souvent en main? Est-ce que j'aurais à la déplacer? Est-ce que sur le plateau, ça c'est pas 10 fois trop disproportionné, ou au contraire, est-ce que c'est l'échelle à laquelle je veux travailler? Je trouve ça intéressant, moi, d'avoir cette projection une fois de plus, dans l'expérience de jeu qui va se dérouler. Là, ici, c'est intéressant, il y a des trucs qui sont peints dessus. Est-ce que... Alors, ce qu'il faut dire, c'est quand même, on Non, est sur ça, du luxueux. Enfin, là, c'est vraiment du matériel très haut de gamme, quoi. Même les figurines. Là, ils font des figurines à assembler. Ouais, c'est un service haut de gamme et en plus, eux nous ont indiqué en fait qu'ils ne travailleraient pas en fait en dessous d'une quantité minimale de jeux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas commencer à travailler en dessous de 500 boîtes, même 1000 boîtes de jeux. Et donc nous, ça nous oblige forcément à nous poser des questions quant au choix qu'on va faire dès qu'on commence à avoir un projet de jeu, puisque ça va avoir une incidence sur la conception graphique, l'édition à la fin. Et donc à partir de là, plusieurs choix s'offrent à nous. La reprographie de l'université qui nous permet d'aller soit très loin en fait dans la phase de prototypage, soit de continuer à pouvoir faire du façonnage maison pour certains éléments, parce qu'en fait on a rarement l'occasion d'aller produire 1000 boîtes de jeux. Néanmoins, produire 3, 4, 5 boîtes du même jeu, ça, pour le coup, ça arrive. Et donc, nous, notre intérêt, c'est de pouvoir mettre en avant l'expertise qui s'est construite au cours de ces dernières années, capitaliser sur nos moyens à nous, notre équipe, pour sélectionner en fait, judicieusement les éléments qu'on va produire dans nos locaux. Certaines fiches, des livrets, pouvoir aller travailler sur des supports qu'on va trouver chez des éditeurs peut-être plus proches, et d'externaliser que dans certains cas, en fait, plutôt que de chercher à tout en fait, décentraliser et à ce moment-là avoir un coût écologique pour le coup pas top. Oui, on a rappelé la semaine dernière notamment que les questions éthiques et écologiques étaient aussi cruciales, y compris dans le jeu de société. Et c'est quoi les moyens les leviers qu'on peut avoir par rapport à ça en ce moment? Si on est peu sensibilisé à ça, il y a, merci Benoît pour l'info, mais Gus & Co qui ont travaillé sur un éco-score pour critériser les jeux. Et donc, ils interrogent tant la distance géographique de production que la nature des matériaux employés. Et d'aller même ensuite aller chercher où tel matériau est produit. Donc, voilà. Et on se rend compte que dès lors que le produit est produit en Chine, on est forcément sur un éco-score C, si je ne me trompe pas. Voilà. Et, Comme Chine. Chine, par exemple. Et c'est pas forcément une fatalité. Donc en Belgique, ça serait B. En France, ce serait F. C'est Ouais, chaud, Non, comme tu dis, c'est pas forcément une fatalité. En se baladant dans les allées de Spiel, on a croisé des personnes qui avaient fondé une entreprise familiale depuis quelques années, qui commençaient à fonctionner et qui produisaient en Allemagne. Tout à fait. Oui. En fait, en Europe, on sait faire plein de trucs, mais on sait faire des trucs de base, en fait. Qu'est-ce que tu appelles de base des cartes, du Eurogames, des cubes en bois. Oui, voilà, des trucs comme ça. Mais en fait, ça suffit quand même.
Ouais, et je disais là où. Agricola, Oui. c'est génial Bah comme oui, jeu. mais carrément. Il n'y a pas Je sais besoin d'un pas, matériel de fou. mais quand on commence à aller dans des trucs un peu plus techniques, un peu plus des figurines, Je pense et qu'on a. ça devient un peu plus. Et puis il y a aussi des. Là, faut pas se mentir. Les jeux sont produits massivement en Chine parce que c'est moins cher de produire les jeux en Chine. ouais. Et puis voilà. Et comme quoi. le rappelait Damien, dans notre cas, on n'a pas besoin d'une production massive. Non, nous. Non, on je pense fait pas. Et je beaucoup de pense boîtes. qu'il faut plutôt en fait déployer des moyens humains dans le fait d'aller chercher des solutions chez nous. Donc là, on parle même de. Enfin, tu parlais des produits de base. Si on veut en fait aller sur la production de figurines en fait en impression plastique ou en PLA, donc le plastique des imprimantes 3D biosourcées. En fait, on a des imprimantes 3D sur les campus de l'université. Il y a des Fab Labs qui sont montés et en fait, on a la possibilité d'aller travailler en fait avec des partenaires, des collègues au sein de l'université pour aller produire peut-être 15-20 figurines parce qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Mais nous, on va plutôt chercher à travailler avec eux. Donc ça va prendre du temps, ça, on va faire des allers-retours pour arriver à un degré souhaité. Mais on peut le faire. Pour des inserts en plastique de plus grande quantité, on peut aller voir donc, Eurohell Design, par exemple, qu'on a rencontré en Allemagne. Et puis après, pour des cartes, si on veut aller faire des cartes avec des impressions particulières, du vernis sélectif, peut-être de l'holographisme ou les fameuses encres à gratter, on peut aller voir des imprimeries comme celle que l'équipe Créa est allée rencontrer à Saint-Comté, donc à 5 km de Caen. Ouais. Oui, et les tiers-lieux de type Fab Lab sont aussi des adresses intéressantes où on peut, pour son proto, c'est quelque chose moi, que j'ai vu monter aussi en gamme, c'est les protos des joueurs. Maintenant, les créateurs de jeux, quand ils arrivent avec un proto, c'est pas mal quand même. Les protos ils sont, et souvent justement ils travaillent avec pour avoir des plateaux qui ont été des plateaux en bois avec traçage laser, voilà, de l'imprimante 3D. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de moyens en fait déployés. Il suffit juste pour nous d'aller les trouver, donc passer du temps certes, mais on peut les trouver. Et peut-être dernier fournisseur pour nous assez intéressant. C'est Tout pour le jeu, alors qui est forcément incontournable pour tous les prototypeurs, tous les enseignants qui commencent à déployer des moyens dans le site Tout pour le jeu. Le site Tout pour le jeu, ouais. Parce que tout ne vient pas de France. En revanche, nous, les éléments qui vont nous intéresser, donc les plateaux vierges, les cartes et boîtes vierges, sur lesquels on va pouvoir aller apposer des supports imprimés sur du plastique ou de la toile, là qu'on va externaliser par exemple sur une imprimerie cannaise ou européenne au pire, la partie bois, bois, carton, papier, en fait on peut l'acheter sur certains sites français et sur des produits en France qui répondent à des normes et des labels donc FSC dont tu parlais tout à l'heure, donc de protection des forêts. Donc je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose de propre et qualitatif si voilà on a le souhait de passer du temps, en tout cas à chercher, à mettre au point un cahier des charges à la fin. Mais je pense que voilà, les deux stratégies. Et on a une reprographie, nous, à l'université, où on peut aussi faire des choses. Ouais, j'ai même commencé par eux. Tout à fait. En jouer, en fait. Mais en jouant... non, mais c'est mignon. Et... nos étudiants, quand on les associe au processus de création du jeu, peuvent aussi être parfois intéressés pour aller assez loin dans la démarche de création ou des fois la démarche aussi de mutualisation de pièces et de ressources. J'ai vu des choses se faire avec des collections de petits poneys et de Barbie que tous les étudiants, j'avais une majorité d'étudiantes, mais qui avaient ramené de chez elles, parce que c'était majoritairement genré, on va dire, et de fait, ils avaient aussi du plaisir à vraiment faire du jeu sérieux, de leur jouer. Donc après, je dis pas qu'il y avait eu, tout le monde avait récupéré spécifiquement sa Barbie, il y a eu 2-3 histoires, mais ça peut être intéressant de les associer et de pas hésiter à moder, c'est-à-dire à prendre des éléments d'un jeu pour pouvoir
Ça me c'est fait son penser prototype. à la stratégie réemploi, les Ouais. jeux incomplets. Ouais. Il y a un véritable marché des jeux dans lesquels il manque des pièces qui font que le jeu n'est plus jouable. Donc soit racheter juste la petite pièce manquante pour lui redonner une seconde vie, mais dans notre cas, réutiliser des jeux soit presque qui partent au rebut pour se servir d'inserts qui parfois, donc les inserts en plastique comme ça, qui parfois peuvent être génériques parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont standardisées, mais peut-être se servir de pièces un peu plus complexes. Je pense à des pièces en métal qui sont peut-être plus dures et plus coûteuses à produire, ou des figurines qui peuvent être complexes, mais dans certains cas génériques, ou de boîtes même qu'on pourrait peut-être refloquer, resticker. Sur des brocantes, des fois, ça coûte rien. Alors, je vais être jugé, mais tant pis. Mais des fois, dans des poubelles, on trouve des jeux. Quand il y a des déménagements sur le trottoir, on trouve des choses formidables. Je suis habillé de la tête aux pieds avec... Non, mais c'est vrai, de pas hésiter à se dire, voilà, ce jeu, effectivement, il m'intéresse pas du tout. Par contre, à l'intérieur, ces cartes, des fois même... Juste des cartes qui peuvent servir à la rigidité de feuilles de plastique à cac en 70 ou 80 grammes au mètre carré. Voilà, ça peut être utile d'utiliser. J'utilise juste le dos de la carte ou le poids de la carte. Pour éviter d'avoir à imprimer et utiliser Voilà. un papier vierge en fait, pour du prototypage. Ce que tu as imprimé là, c'est super, là, sur ta boîte de céréales, par exemple. Ouais. Mais si, Ouais. sur une J'en ai partie plein à la maison. de boîtes de céréales. Ouais, non, mais le papier, les boîtes en carton de céréales, c'est un bon grammage pour faire des plateaux comme ça, c'est cool. Si vous faites des protos chez vous. Il est 14 heures. Je fais oui, on termine, mais je fais le lien quand même avec le détournement. C'est même aussi un exercice intéressant qu'on propose pendant le bootcamp. Ah ouais. On donne le matériel d'un jeu et sans donner les règles aux joueurs et ils doivent inventer de nouvelles règles par rapport à ce matériel. Donc ça peut aussi être très pertinent dans un contexte pédagogique ou de formation. Et moi j'avais une dernière question, on n'a pas abordé la question de l'inclusivité, mais le matériel ça pose aussi ça. Et... Ou dans un autre, dans un sens ou dans un autre, il y a des jeux des fois qui sont inclusifs, qui permettent de pouvoir avoir des plateaux qu'on peut aller toucher pour pouvoir se rendre compte de différentes configurations, un peu comme les maquettes qu'on a dans certains musées. Il y a toute la dimension visuelle, mais oui, c'est un facteur. C'est une famille d'interrogations qu'il faut avoir, je pense, nécessairement maintenant, impérativement. Et c'est tant mieux. Donc je ne sais pas si c'est des choses qui sont formellement déjà prises en compte, nous par exemple dans la création des jeux actuels, si c'est des problématiques qui sont rencontrées par les étudiants des professeurs concernés. Ou... Ne serait-ce que dans la façon dont une carte en fait, de jeu va être élaborée, un plateau, faire attention au contraste et le choix de la police. Et là, sur un projet de jeu sur lequel on est, avec une enseignante donc, de l'ESIX, Et l'école d'ingénieurs. L'école d'ingénieurs de l'université, eh bien, on va devoir revoir en fait, une police parce que justement, il est important de faire figurer donc, l'italique pédagogiquement, mais ça rend la carte illisible et donc on va revoir la police pour justement répondre aux critères pédagogiques et l'inclusivité. Donc ça fait vraiment partie du cahier Oui, des tout à charges. fait. Je me tourne vers Benoît qui est en coulisses. Est-ce que nous avons des questions ou des remarques dans le chat, s'il te plaît? Non. Alors, on va conclure sur ces mots. Si c'est bon Et pour est-ce que vous voulez savoir de quoi on va parler la semaine prochaine? Avec plaisir. C'est un peu dans le ton de la semaine. On va parler victoire ou défaite. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui gagnent? Je suis pas là la semaine prochaine, ça tombe bien. Moi, j'ai très envie de savoir pourquoi tu gagnes toujours, Jérôme. Ça dépend, Il y a plusieurs clés de lecture. On peut garder ça pour la semaine prochaine. Voilà. Très bon, merci pour cette petite annonce. Merci à tous les trois, à Arthur et Lucie en régie, à Benoît en coulisses et à vous qui nous suivez chaque semaine. Donc on se retrouve comme d'habitude le mardi à 13h30 pour un prochain épisode donc sur victoire ou défaite. Pourquoi je perds? Passez une bonne semaine à tous, bonne journée, à bientôt. Au revoir.